everyone, what's up? I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Je vous assure mes béchats que c'est devenu comme une drogue pour moi. C'est devenu comme de la beuh pour moi. Je n'arrive plus à m'en passer en fait. Je n'arrive plus à décrocher. Je vous assure que j'ai besoin d'une cure de désintox. Oui, c'est vrai que je vous ai fait 2 vidéos de Congossa. Mais quand je me suis assis, je me suis dit, mais attends Ibrahim, quelque chose te manque. Quelque chose manque à ta chaîne. Mais quoi? Et c'est là que j'ai réalisé que le true crime me manquait. C'est là que j'ai réalisé que les histoires paranormales me manquaient énormément. Je ne sais du tout pas si c'est le cas pour vous. De toutes les façons, bonjour mes béchats, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous béchats, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Congossa. Je vous retrouve aujourd'hui pour une journée de l'horreur, ou je voulais plutôt dire pour la journée de l'horreur. Ça c'est pour ceux qui vont regarder la vidéo en journée et pour ceux qui vont la visionner en soirée. Bienvenue dans la nuit de l'horreur. Ok, comme vous l'avez déjà compris, je vous retrouve aujourd'hui pour 3 histoires paranormales. Et sur ce, je vais vous plonger au cœur de ma propre famille. Et les histoires nous ont été racontées mes frères et moi par notre mère. Je vous assure que j'ai longtemps hésité à vous les raconter. Tout simplement parce qu'elle ne m'avait du tout pas encore situé avec les dates. Elle ne m'a toujours pas situé avec les dates. Et quand je lui ai dit, mais maman, attends, comment est-ce que tu peux nous raconter des histoires sans te souvenir des années? Elle m'a dit, mon fils, en cette époque-là, j'étais tellement occupé, pas occupé. Les problèmes la submergeaient. Elle était entre le marteau et l'enclume. Son mariage forcé et les menaces qui les accompagnaient. Ou je voulais plutôt dire, et les menaces qui l'accompagnaient. Ibrahim, calme-toi et vas-y doucement. Ma mère ne m'a du tout pas situé avec les dates. Tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, ma mère a eu un mariage hyper difficile. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours difficile. On n'est du tout pas là pour parler de ma mère et de son mariage compliqué. On est là pour raconter 3 histoires super flippantes. Et c'est pour moi en quelque sorte votre cadeau de Noël. C'est vrai que Noël doit être féerique. Mais chez Ibrahim Larson, Noël est maléfique. Le diable rose. Comment est-ce que nous pouvons fêter Noël? Je suis sincèrement désolé. Je vais arrêter de vous baratiner. Je vais arrêter de blablater et on va directement passer à la vidéo. Avant même de passer à la vidéo, installez-vous confortablement. Prenez-vous de quoi boire et de quoi grignoter. Et n'hésitez surtout pas à me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air. Et maintenant, on peut se mettre dans le mood de la story. J'espère que j'ai réussi à vous plonger dans l'ambiance de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à vous faire peur dans l'introduction. Si c'est le cas, mon pari a été gagné d'avance. Sur ce, on entre donc directement dans le vif du sujet. On attaque directement avec nos histoires et on va aller d'un coup sec. C'est-à-dire qu'on va aller de la plus creepy à la moins creepy. Bon, ça aussi c'est à vous d'en juger en commentaire. Parce que je peux me dire que je suis en train de raconter la plus creepy alors que non. Alors que c'est peut-être la dernière histoire qui sera la plus creepy, qui sait. Alors que c'est peut-être celle du milieu qui sera la plus creepy, qui sait. Pour la toute première histoire, je vais vous raconter l'histoire de mon oncle Suleiman. Un instant s'il vous plaît. Vous qui passez par ici pour la toute première fois, vous qui découvrez ma chaîne pour la toute première fois, sachez qu'ici l'anonymat est la règle d'or de ma chaîne. Sachez qu'ici j'ai une règle sacrée. Ne jamais dévoiler la vraie identité de mes protagonistes. Je ne veux surtout pas que les familles soient harcelées ou bien même que la personne qui m'a raconté l'histoire soit harcelée. Alors tous les noms de cette histoire comme toutes les autres histoires passées sont des noms d'emprunt. Si je tiens aussi à préserver l'identité de mon oncle, c'est tout simplement parce que ma relation est très compliquée avec ma famille et ça vous le savez déjà. Peu importe de quel côté de la famille, que ce soit maternelle ou paternelle. Mais maternelle ça va bien mieux en fait. Ça va mieux qu'avec la famille paternelle. On sait tous très bien qu'avec la famille paternelle c'est toujours l'enfer. On le dit souvent tout en oubliant qu'un jour on fera aussi partie de la famille paternelle. Comme vous
vous avez vu dans le titre de cette première histoire, je vais vous raconter l'histoire de mon oncle Suleiman et la tontine du diable. L'histoire de mon oncle Suleiman est une grande leçon sur l'amitié. L'histoire de mon oncle Suleiman est une façon de dire faites attention à tout cela que vous appelez meilleur ami, à tout cela que vous appelez ma soeur, mon frère d'une autre mère. L'être humain est le plus grand labyrinthe que Dieu ait eu à créer. Je ne sais pas si je devais plutôt dire que Dieu a eu à créer. Avant maintenant d'entrer définitivement dans l'histoire, il faut que je vous dise qui est mon oncle Suleiman. Suleiman est mon oncle du côté maternel. En fait, c'est le frère du village de ma mère, ce qui fait de lui mon oncle par alliance. Ce n'est du tout pas mon oncle direct. Et je peux déjà vous dire que l'histoire de Suleiman est terriblement glauque. Son histoire est terriblement creepy. Son histoire va vous donner la chair de poule. Maintenant, pour vous situer dans l'histoire, pour vous situer dans cette partie du Cameroun où a eu lieu l'histoire, dans cette partie du Cameroun où s'est déroulée l'histoire de mon oncle Suleiman. Il faut savoir que Suleiman ainsi que ma mère sont de Baïgom, un village du Cameroun situé dans le département du Noun et dans la région de l'Ouest. Et Baïgom, pour plus de précision, est un village situé à 11 minutes de Fumbot. Fumbot qui va jouer une très grande partie dans cette histoire, ou je devais plutôt dire qu'il va prendre une grande place dans cette histoire. Avant d'entrer définitivement dans le vif du sujet, je vous prie de sincèrement m'excuser parce que depuis je suis en train de tourner autour du pot et ça n'arrange personne en fait. Mais j'ai des précisions à faire. Ce ne sont du tout pas des disclaimers, mais les histoires d'aujourd'hui on ne va du tout pas les raconter comme avec les histoires précédentes. C'est-à-dire qu'on n'aura du tout pas les détails sur la vie passée des protagonistes. On n'aura du tout pas les détails sur l'enfance des protagonistes, sur l'adolescence des protagonistes. Ce qui veut dire qu'on va directement entrer dans leur vie d'adulte. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur mon oncle avant qu'on ne continue avec son histoire? Et oui, mon oncle Suleiman avant de mourir était chauffeur de taxi. Cliché chez les Bamoun, gros cliché même chez les Bamoun. Il faut savoir que le vrai Bamoun est celui-là qui se reconnaît par son taxi. Le vrai Bamoun est celui-là qui se reconnaît par sa moto. Le Bamoun, c'est véritablement le taxi et la moto. C'est son identité. Il faut aussi que je vous dise que le Bamoun est celui-là qui n'aime pas l'école. Pour ceux qui vivent au Cameroun, ils vont vous le dire. Je ne suis non plus en train de dire que tous les Bamoun n'aiment pas l'école. Non. Si tous les Bamoun n'aimaient pas l'école, est-ce que j'allais être assis là? Bien sûr que non. Le Bamoun d'avant détestait vraiment l'école. Il détestait l'école au point où sa seule option était l'agriculture. Au point où sa seule option était de cultiver le melon, la tomate, les oignons et j'en passe. Il ne faisait pas seulement l'agriculture, non. Il fait aussi dans la sculpture. Je ne sais du tout pas si je vais appeler ça ainsi. Je ne sais du tout pas si c'est le mot exact. Pour désigner ceux-là qui fabriquent les masques. Pour désigner ceux-là qui fabriquent des objets en bois. Il détestait tellement l'école que sa deuxième option était le taxi ou bien même la moto. Mais ne vous inquiétez pas. Le Bamoun d'aujourd'hui a bien changé. Il fait vraiment des grandes études. Mais la majorité des Bamoun d'aujourd'hui, je vais peut-être dire le 1/3 des Bamoun d'aujourd'hui adore la vie facile. Dormir pour que la manne lui tombe du ciel. Oh my lovely goodness. Il adore terriblement ça. Les 1/3 des Bamoun d'aujourd'hui veulent tous être brouteurs. Je veux être le plus grand brouteur qu'on va respecter dans le quartier. Je veux être le plus grand brouteur qu'on va respecter dans la ville. Pour ceux qui vivent au Cameroun une fois de plus, vous savez très bien que les belles voitures, les plus belles voitures du Cameroun se trouvent à Fumban. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Alors que s'il vous plaît, on n'a même pas une ligne droite. On n'a même pas de goudron en fait. Je ne suis du tout pas en train de vomir sur les Bamoun, non. Je ne suis du tout pas en train de faire d'amalgame, non. Je ne suis du tout pas en train de clasher les Bamoun, non. Si je clash les Bamoun, je suis aussi en train de me clasher. Ou bien, je veux tout simplement dire que c'est un fait avéré et un fait qui doit être déconstruit. Oh my lovely goodness. On dirait que je suis en train de m'ériger en tant que donneur de leçons. Loin de là mes idées. Alors tous mes frères Bamoun qui vont passer par ici, je vous aime, mais on se connaît. De toutes les façons, on n'est même pas là pour ça. On est là pour l'histoire de mon oncle Suleiman. Je disais donc tantôt concernant mon oncle Suleiman, il était chauffeur de taxi à Fumbot et il conduisait pour quelqu'un. Il était l'employé de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il prenait le taxi le matin et revenait dans la soirée donner la recette. Il quittait de Baïgom tous les matins pour Fumbot. Comme je vous ai tantôt dit, Baïgom c'est un tout petit village. Un très petit village même. Tout le monde se connaît là-bas. Alors c'est très difficile de faire le taxi là-bas. Je peux vous dire que mon oncle Suleiman était vraiment très ambitieux. L'homme le plus ambitieux de Baïgom. Il voulait désormais être à son propre compte. Il voulait posséder son propre taxi. Il en avait marre de travailler pour une autre personne. Il en avait marre de verser la recette pour une autre personne. Il voulait
voulais travailler pour lui. Bien évidemment, posséder un taxi au Cameroun n'est du tout pas chose facile en fait. Bon, c'est chose facile, mais il faut de l'argent. Il faut minimum 1 à 2 millions de francs CFA pour posséder une petite voiture qu'on peut par la suite transformer en taxi. Mon oncle n'a pas tout cet argent. Il ne travaille même pas du tout des masses pour pouvoir économiser 2 millions de francs CFA. C'est déjà difficile pour les enseignants d'économiser 2 millions de francs CFA. Vous pensez qu'un pauvre taximan peut le faire en moins d'une année ou bien de 2 ans? Bien sûr que non. Il faut plusieurs années. Il faut beaucoup de temps pour pouvoir économiser, pour pouvoir avoir cette somme. Alors, comme tout être humain normal, ou je voulais tout simplement dire, alors, comme tout être humain, mon oncle Suleiman avait des amis. Et parmi ses amis, il avait l'un qu'il considérait énormément. Il était ce qu'on appelle mon meilleur ami, mon frère d'une autre mère. Et celui-ci, contrairement à Suleiman, était nanti. Daouda était financièrement stable. Il faut savoir que Daouda est passé du jour au lendemain de la pauvreté à la richesse. Sa transition a été très subite et très rapide. Personne n'a compris ce qui se passait en réalité en fait. Voilà qu'un jour, lors d'une de leurs conversations avec mon oncle Suleiman, celui-ci lui fait comprendre qu'il a un désir ardent et que son désir ardent est de posséder son propre taxi. Tu as cogné à la bonne porte en fait. Je suis ton homme. Je suis l'homme de la situation. Franchement, j'encourage ton ambition. Franchement, j'encourage tes grandes idées. Ce n'est du tout pas donné à tout le monde de réfléchir comme ça. Suleiman, mon ami, tu sais, il y a un célèbre adage qui dit: au lieu de tout le temps donner du poisson au chat, il faut mieux lui apprendre à pêcher pour qu'il ne dépende pas tout le temps de toi. Alors, mon ami, je vais te donner un hameçon. Je vais aussi te donner des vers de terre. À toi maintenant de pêcher ton poisson. Et quoi de mieux que de venir dans ma tontine. Et laisse-moi te dire que ma tontine s'élève à 2 millions de francs CFA. On cotise et à la fin, une personne récupère toute cette somme d'argent. C'est largement suffisant pour que tu puisses t'acheter une voiture. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui veut dire tontine, parce que oui, il y a des personnes d'autres horizons qui me suivent. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la définition la plus simple qu'il soit, ou je dois plutôt dire qu'elle soit. De toutes les façons, le français est élastique, chacun tire de son côté. Je sais très bien que je ne devrais pas prendre cela pour excuse. En fait, le concept de la tontine est plutôt simple. C'est un groupe de personnes qui se retrouvent autour d'une table, cotisent de l'argent et le donnent à une seule personne. Ils font cela à tour de rôle. Chaque semaine, chaque mois ou bien chaque 2 mois, tout le monde cotise de l'argent et on donne à une seule personne. Waouh, quelle belle somme! Vous convenez très bien avec moi que c'est une belle somme. Près de 3200 €, c'est une très grosse somme, n'est-ce pas? Et nous savons aussi qu'au Cameroun, avec cette somme-là, on peut avoir une petite voiture qu'on peut transformer en taxi. Et ce n'est du tout pas seulement au Cameroun, c'est partout en Afrique. Ne me posez du tout pas la question, vous avez déjà la réponse. Bien sûr que Suleiman est bien tenté par cette réunion. Bien sûr qu'il peut cotiser le montant initial pour avoir à la fin 2 millions de francs CFA. Il se projette déjà dans son propre taxi. Il se projette déjà avec son propre bien. Il se voit déjà maître de sa propre vie. Alors il va dire oui sans hésiter. Il veut bien changer le cours de sa vie. Le jour arrivé, Daouda amène avec lui mon oncle Suleiman à sa tontine. Lorsqu'ils arrivent, tout se passe plutôt bien. Ce jour, il est introduit. Et avant de s'en aller, il prend bien la peine de dire qu'il veut bouffer la dernière personne. Que ces 2 millions de francs CFA, il veut les prendre en toute dernière position. Ce jour, le deal est convenu. C'est Suleiman qui sera la toute dernière personne à bouffer la réunion. Avant même de se séparer, le jour de la prochaine tontine est connu. Mais on ne connaît pas encore qui doit prendre la réunion. On ne connaît pas encore qui doit bouffer cette tontine-là. Nous sommes maintenant le jour du fameux deuxième rassemblement. Tout le monde se retrouve autour de cette même table. Ou je voulais plutôt dire, tout le monde se retrouve dans cette fameuse maison. Maison qui les sert de point de rencontre. Ce jour, tous les membres de la réunion cotisent. Le montant de ce jour-là s'élève à plus de 2 millions de francs CFA. Le montant de ce jour est le double de la somme initiale. Et devinez qui doit bouffer la tontine ce jour? Mon oncle Suleiman. La première fois, je vous ai bien dit que je voulais récupérer en dernière position. Pourquoi est-ce que vous voulez me donner tout cet argent? En plus de cela, c'est le double du montant initial. Je veux récupérer en dernière position. Je veux prendre mon argent et acheter directement mon taxi. Parce que ça sera compliqué pour moi de prendre l'argent maintenant, de rendre le taxi que j'ai pour avoir le nouveau. Ça va me prendre beaucoup de temps pour cotiser encore pour les autres. S'il vous plaît, laissez-moi récupérer en dernière position. Non, mon cher, tu dois prendre cet argent. Tous les
les membres de la réunion sont unanimes. Même Daouda soutient la décision. Suleiman doit récupérer cet argent. Suleiman doit prendre en deuxième position. Ok, puisque vous insistez, je vais prendre cet argent. Mais ne m'en voulez pas si j'ai des retards. Là, vous vous dites, oh my lovely goodness, ton oncle va finalement avoir son taxi et avoir même assez d'argent pour contribuer pour d'autres personnes. Laissez-moi vous dire que vous vous gourrez. Laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Laissez-moi vous dire que pour récupérer cet argent, ce n'était pas simple. Il fallait remplir une condition. Et pour les mortels comme nous, la condition est plutôt simple. Il faut apporter un coq avant de récupérer le double de la somme initiale. Mon oncle n'est pas bête. Il a définitivement compris que quelque chose se cache derrière cette condition. Je demande what is going on there? Qu'est-ce qui se passe par ici? Tout d'abord, vous me forcez à récupérer la tontine en deuxième position. Voilà que ce n'est même plus l'argent initial, c'est plutôt le double. Maintenant, avant de récupérer cet argent, je dois vous apporter un coq. S'il vous plaît, dites-moi que représente ce coq pour vous. Ah, Daouda, tu ne lui as pas dit? Tu ne lui as pas dit ce qu'on fait ici? Tu ne lui as pas dit ce que représentera ce coq? Oh, Suleiman, désolé pour ce petit désagrément. Désolé s'il a été un tout petit peu maladroit. S'il n'est pas du tout pas dit ce qu'on fait ici, en fait. En fait, le coq va représenter ton père. Pour récupérer ces 4 millions de francs CFA, il faut que tu donnes ton père en échange. Un seul instant, s'il vous plaît. Pour récupérer 4 millions de francs CFA, je dois donner qui en échange? Je dois donner quoi en échange? Je dois donner mon père en échange? Je dois donner cet homme qui a souffert pour moi pour une somme misérable? Je ne vais du tout pas échanger mon père contre de l'argent. Non, je ne le ferai jamais. Vous pouvez rester avec votre argent. Vous pouvez même bouffer ce que j'ai déjà cotisé. Je m'en fous. Mais laissez-moi vous dire que jamais cela va se faire. Laissez-moi vous dire que jamais je ne donnerai mon père pour de l'argent, pour avoir un bien matériel, pour avoir un taxi. En plus de cela, un taxi qui ne va du tout pas me rendre riche. Et même si cela va me rendre riche, jamais je ne vais échanger mon père contre cela. Jamais de la vie. Après avoir tenu ce discours vaillant, ou je devais plutôt dire ce vaillant discours, ce discours à la Nelson Mandela, ce discours à la Martin Luther King, mon oncle a claqué la porte à la secte parce que oui, il avait définitivement compris qu'il s'agissait en réalité d'une secte. Que Daouda, qu'il pensait être son ami, n'avait et n'a jamais été son ami. Que celui-ci, après avoir constaté qu'il était dos au mur, l'a aussi plaqué avec lui contre le mur. Il était choqué. Il était terriblement déçu de Daouda. Il était terriblement déçu de son comportement. Il ne comprenait du tout pas comment est-ce que son ami, son meilleur ami, a pu le conduire dans ce genre d'endroit. Il était définitivement clair qu'il ne partageait pas les mêmes intérêts, les mêmes valeurs avec Daouda. Alors il va non seulement tourner le dos à la secte, il va aussi tourner le dos à son ami. Oh mon oncle, je te félicite pour ton courage. Je te félicite pour ta bravoure. Franchement, on doit tous prendre exemple sur toi. Mais, parce qu'il y a toujours des mais aux histoires. Les histoires sans les mais ne sont du tout pas des histoires. Ces genres d'histoires, on les retrouve seulement au cinéma, dans Alice au pays des merveilles et peut-être même dans Blanche-Neige. C'est là-bas que tout commence mal et finit généralement bien. Ou bien même c'est là-bas que tout commence bien et finit bien. Dans la vraie vie, c'est tout autre. Le lendemain, mon oncle a repris le cours de sa vie normale. Oh my lovely goodness. Et je ne sais du tout pas ce qui m'arrive en fait. Le lendemain, mon oncle Suleiman a repris le cours normal de sa vie. Il est allé reprendre son taxi et il est reparti à Fumbot où il avait l'habitude d'exercer. Après avoir fait plusieurs tours, voilà qu'aux environs de 13 heures, une vieille dame va apparaître auprès de lui. Une vieille dame que seul lui seulement pouvait voir. Et lorsque la vieille dame apparaît, elle lui dit: Mon fils, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire de ton argent? Dis-moi, combien de temps doit-on attendre pour que tu viennes prendre ton argent? Parce qu'on l'a déjà cotisé et c'est pour toi. Que tu le veuilles ou non, cet argent t'appartient. Mon oncle était tenace. Il a dit à la dame que seul lui pouvait voir. En ce moment, il ne savait pas que seul lui pouvait voir la dame. Ou peut-être qu'il l'avait réalisé. Je vous l'ai déjà dit. Et je te le redis encore, mamie. Je ne veux pas de cet argent. Je n'ai du tout pas besoin de cet argent. Ma vie actuelle me plaît telle qu'elle est. Alors vous pouvez faire de cet argent ce que vous voulez. Vous pouvez prendre cet argent et le donner à une autre personne. D'accord, mon fils. Tu ne veux pas de cet argent? Tu ne veux pas de notre argent? Ok, tu ne
paie rien pour attendre. Ce que mon oncle ne savait pas, c'est qu'on ne tourne pas aussi facilement le dos à une secte. On ne tourne pas aussi facilement le dos à une maison secrète. Il y a toujours un prix à payer. Ou si tu ne veux pas payer le prix, il faut te faire suivre spirituellement. Lui, il n'avait du tout pas fait tout cela. Dans sa tête, il n'avait pas bouffé l'argent de ces gens. Dans sa tête, c'était plutôt même ces gens qui le devaient de l'argent. Alors, il ne craignait rien. Alors, rien ne pouvait lui arriver. Quelques instants après que la dame ait disparu, parce qu'elle a apparu, après elle a disparu, mon oncle a commencé à grelotter. Quand je vous dis grelotter, c'est vraiment grelotter. Il faisait chaud, mais lui, il avait terriblement froid. Voilà que ses collègues ont constaté cela. Ils ont constaté qu'il n'allait du tout pas bien. Et certains le connaissaient même où il habitait. On l'a donc porté aux environs de 16 heures direction la maison. Une fois à la maison et couché sur le lit d'hôpital, ou bien je voulais plutôt dire couché sur le lit de malade, il va confier son histoire. Et avant que quelque chose ne soit fait, aux environs de 20 heures, il va mourir. Et ce pourquoi? À cause d'un ami. Je suis sûr que vous allez me demander que devient son ami aujourd'hui. Je ne sais pas si on a poursuivi cet ami après. Mon oncle est maintenant décédé, n'est-ce pas? On prévoit l'enterrer aux environs de 10 heures du matin. Les musulmans ne conservent pas le corps. On peut le conserver seulement si vous êtes mort très tard dans la nuit, comme ce fut le cas pour mon oncle Suleiman. Nous sommes maintenant le matin. Il faut qu'on se prépare pour l'enterrer. Et l'enterrement n'aura seulement lieu qu'à 10 heures. Mais voilà qu'aux environs de 7 heures, mon oncle va commencer à sointer. Quand je dis sointer, il va commencer à couler du sang de partout. Un peu pour dire de partout les trous. Ses yeux vont commencer à couler du sang. Sa bouche va commencer à couler du sang. Son nez va commencer à couler du sang. Ses oreilles vont commencer à couler du sang. Bref, il va commencer à pisser du sang de partout. Ne pouvant plus patienter une seule seconde, il a été immédiatement enterré. Je peux vous dire qu'il a été enterré comme un vulgaire coq. On ne pouvait pas continuer à conserver son corps. La dégradation était très rapide. La décomposition était très rapide. Et ça, c'est un signe que sa mort n'était du tout pas naturelle. C'était un signe que ces gens étaient déjà passés à l'acte. Il les avait brutalement rejetés. Il les avait manqué du respect. En tout cas, pour eux, il leur avait manqué du respect. Pour conclure avec l'histoire de mon oncle, je ne sais du tout pas s'il est parti sortir dans une autre ville ou bien même dans un autre pays où il travaille. Parce que cette mort n'est du tout pas une mort naturelle. C'est une mort précipitée. C'est une mort provoquée. Et tant que ton heure n'est du tout pas encore arrivée, tu vas devoir errer dans ce monde jusqu'à ce que ton véritable jour arrive. Tu vas devoir travailler pour ces gens. Je sais qu'il y a bien de personnes ici qui ne croient pas en ça. Je vous assure que moi-même, je ne croyais pas en ça. Bon, c'est pas que je ne croyais pas en ça. Je crois aux sectes. Je crois aux loges secrètes. Je crois à l'obscurité. Je n'arrive simplement pas à croire aux fantômes. Pour moi, les fantômes n'existent pas. Pour moi, si je vois quelqu'un qui est déjà mort, c'est tout simplement un djinn qui a pris son apparence. Et comme je l'ai tantôt dit, quant à son ami qui l'a conduit dans ce piège, quant à son ami qui l'a embarqué dans cette aventure, je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Je vais peut-être poser la question à ma mère. Si elle me donne une autre réponse, je vais vous l'apporter moi aussi. Parce que ma mère est le genre que quand vous lui posez la question, elle va te dire qu'en ce moment, j'étais très occupée. Je suis toujours en train de dire occupée. Elle va te dire qu'en ce moment, elle était tellement abattue par la vie qu'elle s'en foutait de tout. Elle partait seulement aux enterrements et elle rentrait rester à la maison. Elle suivait l'histoire et elle ne mémorisait rien. Pour enchérir, je vais encore le dire. Le mariage de ma mère est un mariage super compliqué. À la base, c'est un mariage forcé. On attrape une petite fille de 15 ans et on dit voici ton homme. Avant, il n'y avait pas de oh je l'aime maman, oh je l'aime papa. Non, vous deux, vous êtes faits pour vous marier. Vous deux, c'est l'amour by force. Avec le temps, vous allez vous aimer. Et je peux sincèrement vous dire que le temps n'a jamais joué en faveur de ma mère. Le temps n'a jamais joué en faveur de ce couple. Ce couple s'est déchiré jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au point où mon père a enfin épousé la prunelle de ses yeux, l'amour de sa vie. La femme qui l'attendait depuis son adolescence. De toutes les façons, c'est ainsi que s'achève l'histoire de mon oncle. Dites-moi ce que vous en pensez de l'histoire en commentaire. Dites-moi s'il y a quelqu'un de votre entourage qui a vécu une expérience similaire. Ou bien peut-être ne spoilez pas cela en commentaire. Contactez-moi directement soit sur Instagram, soit sur WhatsApp et racontez-moi l'histoire pour que je vienne la raconter ici.
Ma tante est le fantôme avec qui elle va passer une nuit terrifiante, avec qui elle va passer une nuit d'horreur. Je ne sais pas si je choisis bien mes titres. Maintenant, pour ceux qui me suivent et suivent aussi Charline MBD, ma doudou d'amour. Et je vous assure, en toute sincérité, que peu importe ce qui se passe, je peux vous dire que j'aime beaucoup cette fille. J'aime beaucoup sa personnalité. Et j'aime encore plus son travail. Je disais donc tantôt, pour ceux qui nous suivent tous les deux, savent que j'avais déjà un tout petit peu raconté l'histoire de ma tante sur sa chaîne. On avait un tout petit peu survolé le sujet, tout simplement parce que c'était dans un direct et il y avait des personnes là qui voulaient raconter leur histoire. Voici donc l'histoire de ma tante maternelle. Et une fois de plus, je ne vais pas dire que c'est la sœur directe de ma mère, non. Là, il s'agit plutôt de sa cousine. Et en y réfléchissant, le nom que j'aimerais lui donner est Fatima. Je ne sais pas, tout d'un coup, ce nom est venu dans ma tête et je l'ai tout de suite adopté. Fatima, tout comme ma mère et tout comme les autres jeunes filles de leur époque. Je suis en train de parler d'époque comme s'il s'agit du Moyen-Âge. Bien sûr que non. Il s'agit plutôt des années 90 et 2000. Je pense que là, nous sommes déjà dans le 21e siècle. Elles sont très vite allées en mariage et je suis en train de parler de 15 à 16 ans. Et il faut aussi savoir que se marier chez nous est une fin en soi. Se marier chez nous, c'est la porte pour le paradis. Une femme qui n'est pas mariée n'entrera pas au paradis, s'il vous plaît. Alors, il faut tout faire pour se marier et bien trop jeune. Parce qu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous êtes déjà trop vieille pour être mariée. Vous êtes déjà bien trop vieille pour être considérée même comme une femme. Vous êtes bien trop vieille pour vous faire respecter. Il ne faut pas aussi que j'exagère un tout petit peu. Il faut juste retenir que chez nous, les filles partent très vite en mariage. Elles n'ont même pas le temps de profiter de leur jeunesse. Mais ne vous inquiétez pas une fois de plus. Aujourd'hui, ça va déjà un tout petit peu mieux. Aujourd'hui, on peut déjà faire des mariages d'amour. Pourtant, avant, ça ne se faisait pas. Avant, il ne s'agissait du tout pas de mariage d'amour. On te lie de force à un homme. Mariage by fire. Je vous ai déjà pris le cas de ma mère. On l'a attrapée comme ça et on lui a dit voici ton mari. Je peux aussi vous prendre le cas de la grande sœur de ma mère. Elle s'est mariée à l'âge de 9 ans. Non pas 9 ans, je pense plutôt 10 ans. Et laissez-moi vous dire comment est-ce que son mariage s'est fait. Elle rentrait de jouer au Mami Pikin. Je ne sais pas si vous savez ce qui veut dire Mami Pikin. Mami Pikin, c'est le jeu de papa et de maman. Ce jour, elle est rentrée toute poussiéreuse. Elle était vraiment sale. Quand elle entre pour aller chercher le seau d'eau pour aller se laver, on lui demande seulement de s'asseoir. Mon grand-père lui demande de s'asseoir. Que tous les gens qu'elle voit dans la maison là sont venus pour elle. Que le mariage a même déjà été fait. On avait même déjà tout préparé. On l'a seulement porté comme ça, on l'a envoyé en mariage. Je sais que je suis en train de contourner, mais c'est juste pour vous montrer un peu la réalité de chez moi. Vous savez très bien que je suis sans langue de bois. Quand ça ne va pas, je parle. Quand ça va, je parle. Je ne vais du tout pas couvrir ma saleté et parler de la saleté des autres. Bien sûr que ça ne se fait pas. Comme pour la cousine à ma mère, on l'a attrapée comme ça et on l'a mariée de force à un homme. Elle n'a même pas eu le temps de profiter de sa jeunesse. La voilà déjà mariée. Et oui, il faut que je vous précise un tout petit truc avant de continuer. Chez nous, les mariages se font comme des petits pains tout simplement parce que la dot ne coûte du tout pas cher. Chez nous, la dot coûte 6500 francs CFA. Chez nous, la dot coûte 10 euros. Je dis bien avec 10 euros, vous vous mariez. Si ton mari a de l'argent et qu'il a un cœur en or, il peut te donner 50 000 francs CFA. Il peut te donner 100 000 francs CFA. Il peut même aller jusqu'à 1 million. Et pour ceux qui vont poser la question, la dot coûte 6500 francs CFA chez nous tout simplement parce qu'ils disent que le Coran dit de ne pas vendre la fille, que le Coran dit de ne pas vendre son enfant. Voilà pourquoi les hommes chez nous prennent jusqu'à 5 femmes. Ils prennent jusqu'à 10 femmes. Moi, mon grand-père du côté paternel avait 9. Faites juste 6500 fois 9. Vous allez voir que se marier chez nous, c'est vraiment rien. Vous allez maintenant me parler de nourriture. Chez nous, la nourriture ne coûte absolument rien. On vous fait une grosse marmite de couscous. Le maïs coûte combien? Le manioc coûte combien? On finit, on achète le maquereau. Tout le monde mange. Et le mariage est fait. Alors on attrape la cousine de ma mère. On la marie de force à cet homme. On lui dit l'amour va naître par après. Et il faut aussi savoir que chez nous, la femme doit allégeance à son mari. La femme doit toujours parler tête courbée à son mari. Bon, ça c'était avant, parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles tiennent tête à leur mari. Avant, la femme devait juste servir de machine à faire bébé pour son mari. Depuis là, je suis en train de dire avant. Les années 90, les années 2000, ce n'est du tout pas avant, c'est
Et oui, elle n'a pas le droit de divorcer. Quand son mari estime qu'il a fini d'épuiser ses 6500 et qu'il juge qu'elle ne la plaît plus du tout, il la renvoie tout simplement chez eux. Il prend ses bagages, jette dehors, allez rentre chez vous. Il prend encore un autre 6500, il s'en va marier une autre. Bon, arrêtons de nous étaler. Juste pour dire que des années se sont écoulées. Ma tante a fait des enfants à son mari. Mais l'amour n'y était pas. Le respect même n'y était pas. Est-ce qu'on peut vous marier à 6500 francs et vous respecter? Bien sûr que non. Les hommes Bamoun sont très méprisants. Je vous assure que les hommes Bamoun, c'est pas la peine en fait. C'est vraiment pas la peine. Bon, ça c'est ceux qui ne sont pas cultivés en fait. C'est ceux qui n'ont pas fait des études. C'est ceux qui n'ont pas de situation financière stable. Mais autant vous dire qu'un mariage sur 4, qu'est-ce que je suis en train de raconter même comme connerie? 3 mariages sur 4 est toujours voué à l'échec chez nous. Il n'y a vraiment pas de respect. Et ma tante n'en pouvait plus de ce manque de respect. Non seulement on l'a obligée, mais deuxièmement, il n'y a pas de respect. Elle pond les enfants et le monsieur ne s'en charge même pas. Il ne s'en occupe vraiment pas. Les enfants sont là à vagabonder. Il n'y a même pas de l'argent pour les envoyer à l'école. Et une autre philosophie avec l'homme Bamoun. Il faut beaucoup accoucher parce qu'on ne sait pas lequel va nous aider parmi. On ne sait pas lequel va devenir demain ministre. Si tu accouches et que tu n'envoies pas les enfants là à l'école, lequel va devenir ministre parmi eux? Lequel va devenir président parmi eux? Lequel va devenir même administrateur parmi eux? Aucun. Tous seront des chauffeurs de taxi. Et après tu vas te plaindre. Après tout ce que j'ai dit, vous comprenez pourquoi chez les Bamoun être polygame c'est une règle d'or. Ils disent même que celui qui meurt avec moins de 4 femmes ira en enfer. Donc si tu veux aller au paradis, marie 4 femmes. Même si tu n'as pas de moyens, tu dois épouser 4 femmes et elles vont toutes souffrir. Elles vont se battre comme elles peuvent pour nourrir les enfants. Je dois sincèrement m'arrêter comme ça. Je dis que je vais m'arrêter, mais je ne m'arrête pas parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur ma communauté. Arrêtons comme ça et continuons avec l'histoire de ma tante Fatimato. Comme je disais donc tantôt, Fatima dit dans le mariage, il n'y a pas d'amour, mais le manque de respect est plus que l'amour en fait. Le manque de respect même est plus que la nourriture dans la maison. Alors elle décide de foutre le camp. Elle décide de porter ses clics et ses claques et de s'en aller. Elle veut enfin découvrir le monde. Elle veut découvrir ce que cache le monde. Elle veut rattraper sa jeunesse. Elle veut rattraper sa puberté. Seulement, elle ne savait pas qu'une jeunesse perdue ne peut du tout pas se rattraper. Je pense qu'elle était dans la crise de la trentaine. Elle porte ses valises et elle s'en va à Douala. Vous savez très bien où est-ce que les Bamoun aiment bien rester lorsqu'ils sont à Douala. Je parle pour ceux qui sont au Cameroun. Le quartier préféré des Bamoun, c'est Bessengue. Après Bessengue, c'est New Bell. Elle s'installe à Bessengue. Et voilà qu'un jour, elle va découvrir la vie des boîtes de nuit. C'est vraiment un truc qui l'enchante. Elle ne peut plus s'en passer. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ce trou paumé de Baïkom? Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas dit que Douala était autant chic? Pourquoi on ne lui a dit depuis longtemps qu'à Douala tout allait 100 à l'heure? J'ai goûté, je ne peux plus m'en passer. J'ai goûté, je demeure là à l'intérieur. Voilà donc un jour, elle s'en va encore en boîte de nuit. Et on sait très bien que les boîtes de nuit, c'est le vendredi soir jusqu'au samedi matin. Elle arrive en boîte de nuit, elle rencontre là un jeune homme. Le jeune homme est super mignon. Le jeune homme est bien intéressé par elle. Waouh, elle aussi, elle est bien intéressée. Il veut bien la connaître. Pourquoi pas en fait? Après avoir un tout petit peu causé, après avoir un tout petit peu fait connaissance, voilà que le jeune homme l'invite sur la piste de danse. Oh my god, la piste est enflammée. Ça danse le mendiant par-ci, ça danse le merengue par-là. Et entre-temps, en dansant, un objet est quitté de sa main et est tombé au sol. Je ne connais du tout pas c'était quoi l'objet. Ma mère n'a du tout pas précisé c'était quoi l'objet. Il faut que je mette aussi en garde certaines personnes qui passent souvent par ici. Il y a certaines personnes qui prennent souvent le malin plaisir de me dire en commentaire qui te dit que ces histoires sont vérifiées. Mais wesh, c'est pour me provoquer ou bien c'est juste pour dénigrer mon travail en fait. Je ne vais du tout pas tolérer le manque de respect à l'égard de ma mère. Ma mère ne peut du tout pas être folle et s'asseoir un bon matin comme ça. Non, ce n'était du tout pas un matin. Un bon soir comme ça pour nous raconter des conneries sur sa propre sœur ou bien même sur son frère du village. Alors vous qui venez souvent avec vos airs de supériorité là, pas sur cette vidéo aujourd'hui là. Maintenant on peut continuer. Je disais donc tantôt, les deux douteux commencent à danser. La soirée promet. La soirée a déjà prédit qu'ils vont finir la soirée bien au chaud. Et ce soit dans une chambre d'hôtel, soit chez le monsieur. Ok, je vous ai aussi dit qu'entre-temps, un objet est quitté de sa main et est tombé au sol. Je ne sais pas si j'ai bien articulé. L'objet tombe au sol. Ma tante se précipite pour ramasser l'objet. Quand elle descend, elle se rend compte que le monsieur n'a du tout pas des
les jambes d'humain. Elle se rend compte que le monsieur a des pattes de chèvre à la place des pieds. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux vous dire qu'elle n'avait du tout pas la patience de Noura. Je peux vous dire qu'elle n'avait du tout pas le calme de Noura et de son groupe. Qu'est-ce qu'elle fait donc lorsqu'elle découvre cela? Elle se lève précipitamment et elle se met à courir. Quand elle sort, elle stoppe un taxi. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, les boîtes de nuit sont généralement en bordure de route. Laisse le taximan te conduire chez toi. Non, c'est plus fort que ma tante. Il faut qu'elle raconte son expérience à tout le monde. Il faut qu'elle raconte son expérience à tout ce qu'elle va croiser. Il faut qu'elle dise à tout le monde qu'elle a rencontré, qu'elle a dansé avec un fantôme. Au moment où elle est en train de raconter son histoire au taximan, tout à coup, et d'après elle, elle se retrouve seulement le lendemain au-dessus d'une tombe. Aux dernières nouvelles, elle était dans un taxi, en partance pour Bessengue, en partance pour la maison. Mais là, elle est au-dessus de la tombe de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on avait drogué son jus jusqu'à ce qu'elle a marché? Ou peut-être que le taximan l'a bel et bien déposé à Bessengue et que saoulée et que droguée, elle a plutôt pris un autre chemin. Et ce chemin-là l'a menée au-dessus de la tombe d'une personne, de quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. C'est la panique totale et je la comprends parfaitement. Qui ici va rester calme? Qui ici va rester droit dans ses bottes? Pas moi en tout cas. Je me souviens que j'étais dans un taxi et je me réveille au-dessus de la tombe de quelqu'un. Une personne que je ne connais même pas de surcroît. Et puis je garde mon calme, que je suis Noura. Je ne suis du tout pas Noura. Oh. À chacun son tempérament. Ma tante se lève toute paniquée. Elle arrive à la maison. Je vous assure que c'est ce jour, c'est ce même jour, elle n'a du tout plus dormi à Douala. Elle a fait ses bagages. Elle a pris le bus direction Baïgom. Et vous la connaissez, oh. Elle n'est pas du genre à garder son calme. Elle n'est du tout pas du genre à garder les histoires dans son ventre. Elle est du genre comme moi. Nous là, on n'a pas de frigo dans notre ventre. On raconte à qui on veut ce qui nous est arrivé. Elle arrive au village, elle raconte encore ce qui lui est arrivé. Et je peux vous dire que c'était la bêtise à ne du tout pas faire. Parce qu'après être rentrée au village, ma tante a commencé à tomber malade. Pas qu'elle l'a commencé, elle est tombée malade. Et je peux vous assurer qu'on a fait tous les hôpitaux avec elle. Mais aucun ne détectait sa maladie. Je dis bien, sa maladie n'était pas détectable à l'hôpital. Sa maladie était plutôt spirituelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce fantôme-là. Elle non plus ne sait pas ce qui s'est passé avec le fantôme. Elle ne sait pas si le fantôme a couché avec elle. Elle ne sait pas si le fantôme a juste puisé ce qu'il avait à puiser sur elle et l'a abandonné sur sa tombe. Tout cela pour vous dire que ma tante a énormément souffert avant de mourir. Non, elle n'est pas morte tout d'un coup. C'est un peu comme avec la collègue de Noura. Elle n'est du tout pas morte tout d'un coup. L'esprit de ces gens-là vous torture jusqu'à ce que vous succombez de vous-même. Ma tante a tellement souffert qu'elle en a perdu du poids. Quand on la voyait, on se disait qu'elle avait le sida. Pourtant non. Et 2 mois après, elle est décédée. 2 mois après être sortie dans cette boîte de nuit, elle est morte. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire en commentaire. Finalement, j'ai changé d'avis. Je ne vais plus du tout vous raconter seulement 3 histoires. La vidéo sera bien trop longue. Alors vous allez vraiment vous asseoir. Vous allez prendre vos popcorn et vos boissons pour déguster ces vidéos jusqu'à la fin. Et pour cette fois, l'histoire ne se passe plus à Baïgom. L'histoire se passe à Fumban. Et il ne s'agit plus d'un membre de ma famille. Il s'agit plutôt d'un homme qui connaissait ma mère. Ou je dois plutôt dire d'une connaissance à ma mère. Je ne vais du tout pas dire ami parce que l'amitié est un mot bien trop grand. Là, c'est l'histoire d'Idriss. Idriss est un jeune homme qui aime bien la vie. Et Idriss est chauffeur de moto-taxi. Il profite à fond de sa vie. Il croque la vie à plein temps. Il n'est pas comme moi qui va de main morte. Il n'est pas comme moi qui croque à moitié. Et quand je dis croquer à plein temps, c'est juste pour dire qu'il aimait énormément les sorties. Chaque vendredi, il était en boîte de nuit. La boîte de nuit était une partie de lui en fait. S'il ne travaillait pas et qu'il avait de l'argent, il pouvait même aller 7 sur 7. Il s'agit toujours d'un fantôme en boîte de nuit. Nous sommes maintenant un vendredi soir. Idriss a déjà pointé sa journée. Il a bien travaillé. Il a pointé, je pense, entre 2000 à 5000 francs CFA. Il veut profiter de son argent. Il veut aussi, vous voyez le truc quoi. C'est un garçon qui aime aussi énormément les femmes. Il arrive donc en boîte de nuit. Il rencontre là une charmante demoiselle. La fille est vraiment canon. Le gars prend son courage à 2 mains, l'aborde et la fille mord à la maison. La soirée se passe plutôt bien. Il faut savoir que chez moi, on part en boîte de nuit aux environs de 22 heures. Alors, aux environs de minuit, Idriss propose à la fille de rentrer continuer la fête chez lui.
La fille est bien partante. Elle aussi, elle est bien attirée par lui. Alors, il faut profiter. Il faut croquer la vie à plein temps. Il faut mordre dans la vie comme il faut. Ils sortent de la boîte de nuit. Idriss démarre sa moto, direction sa maison. Quand ils arrivent, ils commencent à faire les trucs de papa et de maman. Quand ils finissent de faire les trucs de papa et de maman, la fille lui dit: Idriss, s'il te plaît, que 4 heures ne me trouve pas dans ta maison. Dès que 4 heures du matin va sonner, s'il te plaît, réveille-moi, je dois rentrer chez moi. Oh. Ok bébé, ne t'inquiète pas, je vais te réveiller à 4 heures du matin. Idriss aussi, au lieu de prendre son téléphone et de régler l'horloge à 4 heures du matin, est-ce qu'il fait ça? Non, il dépose son téléphone. Bande les deux dorment. Avant qu'Idriss ne s'en rende compte, le coq est en train de chanter. Il est 6h30 du matin. Il a oublié de réveiller l'enfant des gens pour qu'elle rentre chez elle. Voilà qu'il commence à la tapoter pour qu'elle rentre chez elle. Est-ce que la fille bouge? Non, elle ne bouge pas. Il enlève le drap sur elle. Il constate quoi? Il constate l'horreur. La fille est toute pâle. On aurait dit qu'elle est morte, cela fait des années et des années. Elle dégageait une chaleur des enfers. Heureusement pour Idriss, il a vite compris ce qui se passe. Et heureusement, une fois de plus pour lui, il ne va du tout pas alerter les voisins. Personne, je dis bien personne, ne va savoir ce qui se passe dans sa maison. Idriss va reprendre le cours normal de sa journée. Il va faire comme si de rien n'était. Il va prendre sa moto et va aller pointer sa journée correctement. Mais seulement, il a vite fini le travail ce jour. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire puisqu'il est encore tôt pour rentrer chez lui? Il va aller chez l'un de ses amis où il va passer la soirée. Et aux environs de minuit, il va démarrer sa moto direction sa maison. Quand il arrive, la fille est là en train de tourner dans la maison comme si de rien n'était. Quand il entre, elle l'invite à s'asseoir. Dans ta propre maison, on te donne les ordres. C'est maintenant toi qu'on invite sur tes propres chaises. La fille le fait asseoir et lui dit: merci infiniment. Je ne peux vraiment que te remercier. Tu as fait ce que je n'aurais jamais imaginé d'un être humain. Oui, je suis déjà morte. Je ne suis qu'un fantôme. Je ne peux du tout pas ouvrir ma bouche pour vous dire que je suis un djinn qui a pris l'apparence de quelqu'un qui est déjà mort. Non. Elle a dit: je ne suis plus un être humain. Et tu as fait ce que je n'aurais jamais pensé d'un être humain. Tu as gardé ton sang-froid. Tu n'as pas alerté le voisin. Tu ne m'as pas dévoilé aux yeux du monde. Si tu avais alerté le voisinage, ça devait être ton pied, mon pied. Tu allais toi aussi rejoindre le monde de l'au-delà. Et ensemble, on allait maintenant sortir et aller en boîte de nuit. Puisque tu n'as du tout pas fait cela, je te donne ce portefeuille. Il va te donner tout ce que ton cœur désire. Dans ma tête, j'ai cru qu'on disait une portefeuille. Il va te donner argent et succès. Malheur à celui qui va passer ici dit que ma mère a inventé cette histoire. De toute façon, je suis en train d'imaginer ma mère en train de me raconter cela avec amour. Je vous assure que je ne vais du tout pas permettre le manque de respect à son égard. Idriss a pris ce portefeuille magique et il a bien fait sa vie. Il a abandonné la moto. Et aux dernières nouvelles, grâce à ce portefeuille magique, Idriss vit aujourd'hui en France. De toutes les façons, son histoire finit plutôt bien. Et malheureusement pour mon oncle, son histoire s'est très mal terminée. Malheureusement pour ma tante, elle a été trop bavarde. Son histoire s'est mal terminée. Lamaforo Ngambum qui veut dire Lamaforo le riche. Lamaforo ne fait du tout pas partie de ma famille. Lamaforo est plutôt un célèbre homme d'affaires. Du moins c'est ce qu'on pensait. Du moins c'est ce que les gens pensaient parce que moi je ne l'ai pas connu. Pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai du tout pas vécu avec mes parents et je n'ai du tout pas vécu à Fumban. Moi j'ai vécu à Njombe avec mon oncle et sa femme. Lamaforo est un célèbre richissime Fumbanais et je pense que tous ceux qui vivent à Fumban ou bien tous ceux qui ont vécu à Fumban peuvent attester de son histoire. Lamaforo était tellement riche que son bonjour coûtait 10 000 francs CFA. Pas que c'est vous qui le payez pour le saluer, non. C'est lui qui vous paye parce que vous lui avez dit bonjour. Et ce qui fait que tous les vieux du quartier, tous les anciens du quartier et même de la ville faisaient un long rang pour aller le saluer. Je vous dis que Lamaforo était tellement riche que quand il vous croise dans un cybercafé, il vous offre des heures pas possibles et il vous
donne encore en plus de cela de l'argent. Il vous rencontre dans une boîte de nuit. Vous buvez jusqu'à ce que vous dites que non papa, on n'en veut plus. Et en rentrant, il vous donne encore de l'argent pour dire qu'il avait tellement qu'il gaspillait comme il voulait. Et donc Lamaforo était marié à 2 femmes. Lamaforo avait un très grand domaine. Je ne sais pas si je vais qualifier cela de domaine, mais il avait une très grande concession et il était le bon parti de la ville. Lamaforo avait bien installé ses 2 femmes. Chaque femme avait sa maison, mais là où lui il habitait, aucune de ses femmes ne devait mettre ses pieds à l'intérieur. Cette partie de la maison là était uniquement pour lui. Cette partie de la concession, je voulais plutôt dire, était uniquement pour lui. Même ses enfants n'avaient du tout pas le droit de franchir le seuil de la porte de cette maison. Et là j'ai envie de dire, mais vraiment vous les femmes, vous avez le gros cœur. Quand vous avez un objectif, rien ne peut vous arrêter. Tu es marié à un homme. Il te dit, là où tu vois cette maison-ci là, là où tu vois cette chambre-ci là, n'y mets jamais tes pieds. Et toi tu restes. Tu es là à cause de l'argent, parce que tu veux porter les Gucci, parce que tu veux rouler dans la voiture. Maman, chapeau à vous. Elle voulait aussi profiter du luxe. Bon, peut-être pas pour sa première femme, parce que dernière nouvelle, la première femme a été épousée avant qu'il ne devienne riche. Il a eu son argent devant ses yeux. Donc c'est peut-être la deuxième femme qu'on peut qualifier de matérialiste. Voilà donc un jour, la deuxième femme décide coûte que coûte de voir ce que Lamaforo, son mari, cache dans cette maison. Quand femme dit qu'elle va te mettre dans les problèmes, sois-en sûr, elle va te mettre dans les problèmes. C'est la femme qui a rasé la tête de Samson. C'est la femme qui a mangé le fruit interdit. C'est elle qui a croqué en premier. Votre mari vous a dit jamais ne mettez les pieds dans cette maison. Toi, tu te lèves. Tu décides ce jour que tu veux voir ce qui se passe dans cette chambre. Là, voilà, elle s'introduit dans la maison. Et elle s'en va se cacher dans le placard des vêtements de Lamaforo. Et voilà que Lamaforo rentre. Il prend son bain. Il ne constate du tout pas qu'il y a quelqu'un dans la maison. Il s'installe sur son lit. Et voilà qu'à une heure tardive, quelqu'un apparaît dans la chambre. Là, je vous ai spoilé l'histoire en fait. Je voulais plutôt dire, une femme entre dans la chambre, mais on ne sent du tout pas le grincement de la porte. La femme de Lamaforo qui est cachée dans l'armoire entend seulement la voix d'une autre personne. Pour elle, elle a attrapé son mari en flagrant délit d'adultère. Pourquoi en flagrant délit d'adultère? Tu es sa deuxième femme et il est libre de prendre la troisième et la quatrième. En plus, c'est ce que dit l'islam. Bon, d'après les imams de chez moi, pour elle, son mari les trompe. Pour elle, son mari se prépare à prendre une troisième femme. Sauf que cette femme-là, c'est elle qui est à l'origine de la richesse de Lamaforo. Fini le suspense. Quand Mami Wata apparaît dans la chambre, elle dit à Lamaforo, Lamaforo, je sens la présence d'un humain dans cette maison. Lamaforo lui dit bien sûr que si il y a un humain dans cette maison, et c'est moi l'humain en fait. Elle dit non, ça fait des années et des années que je suis avec toi. Je sens la présence d'une autre personne dans cette chambre. Lamaforo l'a su que non. Laisse-moi te prouver qu'il y a une autre personne autre que toi dans cette chambre. Elle se dirige vers l'armoire, ouvre l'armoire et pointe la deuxième femme de Lamaforo dans l'armoire. Vous allez maintenant me demander ce qui s'est passé après. Ne soyez pas impatients vous aussi. Dès qu'elle finit de pointer la femme de Lamaforo, elle dit, Lamaforo, tu m'as trahi. Lamaforo, tu as vendu mon secret aux yeux du monde. Lamaforo, tu n'auras plus que tes yeux pour voir ce qui va t'arriver. Lamaforo a pleuré. Lamaforo a supplié la sirène des eaux, parce que oui, c'était une sirène des eaux. Lamaforo l'a supplié, épargne-moi. Je ne savais pas qu'elle était là. Non, tu m'as trahi et oui, tu vas payer ça très cher. Et elle a disparu. Et avant de disparaître, s'il vous plaît, elle a rendu la deuxième femme muette. Sourde et muette en même temps, parce qu'elle ne voulait pas que celle-ci aille rapporter son histoire au dehors. Elle ne voulait pas du tout que son histoire soit connue du monde entier. Et me voilà en train de vous conter son histoire. Et voilà que le jour qui a suivi, Lamaforo est gravement tombé malade. Et vous savez que dans ce genre de cas, il faut toujours se confesser avant de mourir. Et oui, il a confessé que sa richesse venait de la sirène des eaux. Il a confirmé que toute sa richesse n'était du tout pas le fruit de son dur labeur. Et je pense bien, si je ne me trompe pas, 2 jours après, il est mort. Et après son enterrement, je peux vous dire que tout le monde a déserté la concession. Chacune des femmes est rentrée chez elle avec ses enfants, c'est-à-dire chez ses parents avec ses enfants. Et comment vous le dire? Le diable donne avec la main gauche et le récupère avec la main droite. Il te donne des miettes et te réclame après une boulangerie. Faites très attention. On ne marchande pas avec le diable. Et voilà quelques mois seulement qui a suivi après la mort de
de Lamafourongambe, l'Amafouro le plus riche de Fumban. Ses concessions sont tombées en ruine. Subitement comme ça, tout est tombé en ruine. Et même sa tombe est en ruine. Je vous assure que si vous passez par là, vous n'allez du tout pas croire vos yeux. Vous n'allez pas croire que c'est la tombe d'une personne qui a possédé auparavant le monde, qui a jadis possédé toute la richesse du monde. Faites très attention avec le diable. Je parle aussi, c'est valable pour Idriss. On ne marchande pas avec le diable. Le diable te donne avec la main gauche et il récupère avec la main droite. Et lorsqu'il récupère, il ne va du tout pas de main morte. Il ravage tout sur son passage. Aujourd'hui, oui, peut-être il vit bien avec son portefeuille magique. Est-ce qu'il connaît bien les retombées de son portefeuille magique? Je parle, c'est valable aussi pour les brouteurs. Depuis, je vous ai dit que je devais vous parler des brouteurs. Moi, je ne vais pas parler de ci et de ça, non. Je devais plutôt vous parler des rites, des conditions qu'ils accomplissent pour avoir de l'argent qu'ils ont aujourd'hui. Parce que ce que vous ne savez pas, s'il vous plaît, mes béchats, mettez-vous cela dans la tête. On ne frappe pas ainsi le blanc. Aujourd'hui, tous marchent avec des médicaments. Bon, on va s'arrêter là. On va réserver ce sujet-là pour une autre fois. Alors, mes béchats, j'espère que vous vous êtes vraiment amusés. J'espère que vous avez enjoyé les 4 épisodes que je vous ai racontés. Si c'est le cas, veuillez me le faire savoir en commentaire. Et si ce n'est pas aussi le cas, ne dislikez pas ma vidéo. Je dis non. Faites-le moi savoir en commentaire. Et sur ce, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant, mes béchats, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire, lâchez-moi les pouces bleus en l'air. Partagez la vidéo avec votre entourage. Dites-leur qu'ici, on fait du très bon boulot. Bon, personnellement, je voulais qu'à la fin de l'année, on le finisse avec 300 000 abonnés. Mais comment le dire en fait? L'homme propose, Dieu dispose. J'ai proposé, Dieu a disposé. Maintenant, mes béchats, s'il vous plaît, battons-nous pour finir avec 250 000 abonnés. Maintenant, on va se laisser. Mais avant de se laisser, avant de se quitter, n'oubliez pas de garder toujours vos gros yeux grands ouverts. N'oubliez pas de marcher toujours avec la méfiance. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.